Il y a une question que très peu de personnes osent se poser vraiment jusqu'au bout, pas par manque de curiosité, mais parce que la réponse peut être inconfortable. La voici. Est-ce que la façon dont je gère mon argent aujourd'hui ressemble à la façon dont mes parents géraient le leur? Prenez un moment. Ne répondez pas trop vite. Pensez vraiment. Pas aux détails, les montants, les banques, les outils, mais au comportement. Est-ce que vous évitez de regarder vos comptes comme quelqu'un que vous connaissiez éviter ce sujet à table? Est-ce que vous dépensez dès que vous recevez comme si l'argent brûlait entre les mains? Est-ce que vous ressentez une sorte de honte, de silence, de tension quand il s'agit de parler d'argent? Si oui, vous n'avez probablement pas un problème financier. Vous avez un héritage financier. Et la différence entre les deux est fondamentale. On parle souvent de transmission familiale en termes de biens, la maison, les objets, les économies accumulées. Mais il existe un autre type de transmission, invisible celui-là, qui passe de génération en génération sans que personne ne la nomme, sans que personne ne la voie, et surtout sans que personne ne la remette en question. Ce sont les croyances, les comportements et les émotions liées à l'argent. Chaque famille développe, au fil du temps, ce qu'on pourrait appeler une culture financière implicite. Ce n'est pas écrit nulle part, ce n'est pas enseigné officiellement, mais ça se transmet, puissamment, à travers les attitudes quotidiennes, les conversations entendues ou évitées, les réactions émotionnelles face aux dépenses ou au manque, les décisions observées en silence depuis l'enfance. Un enfant qui grandit dans une maison où l'argent est une source de conflits permanents intègre, inconsciemment, que l'argent est dangereux, que l'argent détruit, que l'argent est à éviter. Un enfant qui voit ses parents dépenser immédiatement chaque rentrée d'argent apprend que l'argent est fait pour circuler, jamais pour rester. Un enfant qui entend régulièrement « on n'a pas les moyens » sans jamais d'explication, apprend que la rareté est un état naturel, presque inévitable. Ces apprentissages ne sont pas rationnels. Ils ne sont pas conscients. Ils s'installent dans la partie profonde du cerveau qui gère les automatismes, les réflexes, les réactions émotionnelles. Et des décennies plus tard, ils pilotent des décisions financières d'adultes qui croient pourtant décider librement. Les neurosciences et la psychologie du développement ont documenté ce phénomène de façon très précise. Les premières expériences émotionnelles significatives d'un enfant forment ce qu'on appelle des schémas cognitifs, des structures mentales qui servent de filtre pour interpréter la réalité. Quand ces schémas se forment autour de l'argent, ils créent ce que certains psychologues appellent le script financier, un scénario intérieur qui détermine comment on se sent face à l'argent, ce qu'on croit mériter, ce qu'on pense être capable de gérer, et comment on réagit dans les moments de pression financière. Et le problème avec les scripts, c'est qu'ils fonctionnent dans l'ombre. On ne les lit pas consciemment, on les joue, automatiquement, comme un acteur qui a répété sa scène tellement de fois qu'il n'a plus besoin d'y penser. C'est pour ça que des personnes intelligentes, instruites, bien intentionnées, répètent des schémas financiers désastreux malgré elles. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est de la fidélité inconsciente à un script hérité. Il y a quelques patterns qui reviennent très souvent dans cet héritage invisible. Les reconnaître, c'est déjà commencer à s'en libérer. Le premier, c'est le silence autour de l'argent. Dans beaucoup de familles, l'argent est un sujet tabou. On n'en parle pas à table. On ne dit pas combien on gagne. On ne montre pas les factures aux enfants. On ne discute pas des décisions financières. Et les enfants qui grandissent dans ce silence apprennent deux choses. Que l'argent est un sujet chargé et qu'ils ne sont pas capables de le comprendre. Ce silence fabrique de l'ignorance, et l'ignorance fabrique de la peur. Le deuxième pattern, c'est la dépense comme langage d'amour. Dans certaines familles, offrir, donner, dépenser pour les autres est la façon principale d'exprimer de l'affection. Les parents qui n'ont pas reçu beaucoup de tendresse émotionnelle compensent souvent par des cadeaux matériels. Et les enfants qui grandissent dans cet environnement associant inconsciemment la générosité financière à la valeur affective. Résultat, adultes, ils ont du mal à dire non à une dépense pour les autres, même quand leurs finances ne le permettent pas. Refuser de dépenser ressemble à refuser d'aimer. Le troisième pattern, c'est la méfiance vis-à-vis de l'argent accumulé. Dans certains milieux culturels ou familiaux, avoir de l'argent est perçu négativement. Les riches sont des voleurs. L'argent corrompt. On n'est pas fait pour ça. Ces phrases, entendues dès l'enfance, créent ce que les psychologues appellent un plafond de verre invisible.
Une limite intérieure au-delà de laquelle la personne, inconsciemment, s'arrange pour ne pas aller. Pas parce qu'elle n'est pas capable, mais parce qu'une partie d'elle croit que l'argent est incompatible avec ses valeurs ou son identité. Le quatrième pattern, c'est la répétition du statut. Dans des familles où les difficultés financières ont été vécues comme une identité. Nous, on est des gens modestes. Ça n'a jamais marché pour nous. Il peut se former une sorte de loyauté familiale inconsciente. Réussir financièrement devient une trahison symbolique. Se distinguer du groupe, même positivement, crée une dissonance profonde. Et parfois, on sabote ses propres progrès pour rester en accord avec le groupe d'appartenance. Ce que je viens de décrire peut sembler lourd, presque fataliste, mais c'est exactement le contraire. Comprendre l'origine d'un comportement, c'est la première étape pour ne plus en être prisonnier. On ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas, et ce que beaucoup de gens appellent problèmes financiers sont en réalité des comportements financiers, des habitudes, des automatismes, des réactions émotionnelles qui ont une histoire, et qui peuvent, avec de la conscience et du temps, être réécrites. Ce n'est pas de la psychologie de comptoir, c'est quelque chose de documenté, de travaillé, de réel. Et c'est aussi une bonne nouvelle. Les scripts s'apprennent. Ce qui s'apprend peut se désapprendre. Chez Esprit de valeur, c'est exactement ce genre de vérité qu'on essaie de mettre en lumière. Pas les astuces rapides, les fondations réelles. Peut-être que vous êtes là parce que vous cherchez aussi à comprendre ce qui se passe vraiment sous la surface. Alors, concrètement, par où commencer? La première étape, c'est l'observation sans jugement. Prenez quelques jours et observez vos réactions émotionnelles autour de l'argent. Pas vos décisions, vos réactions. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vérifiez votre solde bancaire? Qu'est-ce que vous ressentez quand quelqu'un vous parle de son salaire? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous devez refuser une dépense? Ces réactions sont des pistes. Elles indiquent où se trouvent vos scripts. La deuxième étape, c'est de faire remonter les souvenirs. Pas pour souffrir, juste pour comprendre. Quelle était l'ambiance autour de l'argent dans votre famille? Votre famille parlait-elle d'argent? Avec quel ton? Quels sont les messages, explicites ou implicites, que vous avez reçus sur l'argent, sur ce que vous méritez, sur ce que les gens comme vous peuvent ou ne peuvent pas avoir? Ce travail peut se faire seul dans un journal, en posant des questions simples et en observant ce qui remonte. Il peut aussi se faire avec un professionnel, si les résistances sont importantes. Dans tous les cas, il ne s'agit pas de blâmer ses parents. Ils ont eux-mêmes hérité de leur script. La chaîne remonte loin. Ce qu'on cherche, ce n'est pas un coupable, c'est une prise de conscience. La troisième étape, c'est de formuler de nouvelles croyances, de façon délibérée. Pas des affirmations magiques répétées devant un miroir, mais des convictions construites sur des faits, sur des exemples, sur une réflexion honnête. L'argent est un outil neutre, pas une menace. Je suis capable de gérer mes finances. Épargner n'est pas une privation, c'est une décision. Ces formulations semblent simples, mais les ancrer dans des comportements concrets, même petits, commencent à réécrire les scripts. La quatrième étape, c'est de créer une nouvelle culture financière dans votre propre famille, si vous avez des enfants ou si vous êtes en couple. Parlez d'argent, normalement, sans drama ni secret. Montrez comment vous prenez des décisions financières. Expliquez pourquoi vous choisissez de dépenser ou de ne pas dépenser. Ce n'est pas transformer vos enfants en comptables. C'est leur donner ce que vous n'avez peut-être pas eu. Un rapport sain, conscient et outillé avec l'argent. L'héritage financier invisible ne se voit pas dans les bilans. Il se voit dans les comportements répétés, dans les décisions évitées, dans les tensions jamais nommées, dans les patterns qui traversent les décennies sans que personne ne les interroge vraiment. Mais contrairement à une dette financière, cet héritage-là n'a pas besoin d'être remboursé. Il a juste besoin d'être vu, parce qu'une fois qu'on le voit, on peut choisir. Et le choix, c'est là que tout commence. La vraie transmission de richesse ne commence pas dans un compte bancaire. Elle commence dans une conversation que vous n'avez peut-être jamais eu l'occasion d'avoir.